Bonjour, nous continuons notre série d'épisodes consacrés à l'analyse du contexte préélectoral en Côte d'Ivoire. Depuis le 26 août 2025, s'est achevée la phase de dépôt des candidatures auprès de la Commission électorale indépendante, en abrégé la CEI. C'est une phase qui a été très intéressante dans la mesure où elle a été soldée par 60 dépôts de candidatures, avec notamment des candidats de profil A, de catégorie B et également de catégorie C. Si vous avez envie de savoir ce que j'entends par cette classification, eh bien, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode précédent qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Le fait marquant de cette phase, à mon avis, c'est le dépôt des candidatures de deux mastodontes de la vie politique. Alors, il faudrait déjà faire la nuance. Quand je parle de mastodonte, il y en a un qui est un mastodonte en raison de son profil politique et le deuxième est un mastodonte non pas en raison de son profil politique, mais tout simplement en raison de la maison politique qui le représente. C'est là la nuance. Le premier, qui lui est un mastodonte au plan politique et même dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, il s'agit naturellement de l'emblématique ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Koudou Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'est plus à présenter. Si vous êtes un jeune intellectuel africain et si vous êtes tout simplement un jeune intellectuel passionné de politique, passionné de questions de culture générale, je pense que M. Laurent Gbagbo, c'est un nom qui résonne vraiment au plus profond de vous. C'est l'ancien président, ancien chef d'État de la République de Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, qui s'est fait connaître vraiment par sa poigne et par sa doctrine nationaliste qui visait tout simplement à faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain au niveau économique, souverain au niveau politique, souverain au niveau militaire. Voici un peu ce que je peux vous dire concernant le premier profil. Alors, le deuxième profil, eh bien, il s'agit naturellement de M. Tidiane Thiam. Comme je le disais tantôt, quand il s'agit de M. Tidiane Thiam, il n'a pas le même poids politique que M. Laurent Gbagbo. Par contre, M. Tidiane Thiam est à la tête d'une machine politique, le PDCI-RDA, qui est, lui, une maison politique qui n'est plus à présenter, une maison politique dont l'impact, l'influence et l'aura politique ne sont plus à présenter. Naturellement, par déduction ou par ricochet, étant à la tête de ce parti, ça lui confère un certain poids politique, une certaine légitimité politique. Mais je pense que même pour parler de légitimité politique, c'est un peu trop tôt. On pourrait plutôt parler de poids politique. Il n'en demeure pas moins que M. Thiam a occupé des fonctions publiques, des fonctions politiques, jusqu'en 1999, où il a dû quitter la Côte d'Ivoire suite au premier coup d'État de feu le général Robert Guei. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le fait marquant de cette période de dépôt de candidature qui a duré un mois, du 26 juillet 2025 au 26 août 2025, c'est naturellement le dépôt des candidatures de messieurs Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Face à une telle situation, je m'interroge et je me pose la question de savoir tout simplement qu'est pas ça. Ou bien en Nouchi, dans le langage, dans l'argot ivoirien, on dirait Kessia. Mais Kessia. Bon, je reprends mes esprits. Pour faire plus sérieux, tout simplement, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ces deux personnages influents de la vie politique ivoirienne ont déposé leur candidature? Et pourquoi est-ce que le dépôt de leur candidature susciterait une interrogation? C'est ce qu'on va ensemble analyser. Bon, naturellement, c'est moi qui vais faire cette analyse, mais déjà, je pars du postulat que qui même me suivent, naturellement. Allez, je plaisante. Bienvenue sur votre podcast favori, Smart Intellectual Knowledgeable African Talks. Je suis Sika et je suis le présentateur et le fondateur de ce podcast. Alors, c'est un podcast qui parle de développement et qui traite des sujets d'actualité exclusivement en rapport avec le continent africain.
Et donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire pour rejoindre la communauté, c'est de cliquer sur le bouton de souscription et également d'activer la cloche afin de ne rien manquer de mon analyse et de mes puissantes perspectives que je prends plaisir à partager avec vous de façon hebdomadaire. 60 personnes ont déposé leur candidature auprès de la CEI. Parmi les 60 personnes, il y a 2 personnes qui nous intéressent. Pourquoi ces 2 personnes nous intéressent? Alors, on va commencer par la première personne qui est Monsieur Laurent Gbagbo. Vu que c'est le plus âgé et nous sommes en Afrique, la seniorité est très importante. Donc, on va commencer par le cas de Monsieur Laurent Gbagbo. Alors, Monsieur Laurent Gbagbo fut président de la Côte d'Ivoire pendant une décennie, donc de 2000 à 2010. Et suite à une élection présidentielle, celle de 2010, avec des résultats controversés, il s'est retrouvé malheureusement près la Cour pénale internationale. Mais pendant son transfèrement à la Cour pénale internationale, M. Laurent Gbagbo a également été jugé par des juridictions au niveau national. Long story short, comme on le dit, M. Laurent Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire à une réclusion et à la perte de ses droits civiques, tout simplement parce qu'il a été jugé coupable du braquage de la BCAO. Ça, ce sont les faits qui lui sont reprochés. Et en raison de cette accusation et en raison de cette condamnation pénale, c'est une condamnation pénale, je le rappelle, Monsieur Laurent Gbagbo a perdu la jouissance plénière de ses droits civiques. Ce qui veut dire 2 choses. La première chose, c'est que Monsieur Laurent Gbagbo ne peut pas faire partie ou ne peut pas être sur la liste électorale en tant qu'électeur, et Monsieur Laurent Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale en tant que candidat à une élection. Peu importe qu'il s'agisse de l'élection présidentielle, d'une élection municipale, d'une élection législative, en raison de cette condamnation pénale et en raison de la déchéance de ses droits civiques, M. Laurent Gbagbo ne peut et ne pourra, en tout cas, jusqu'à la levée de ces sanctions pénales, il ne pourra jamais concourir à une élection en Côte d'Ivoire pour un poste à responsabilité publique. Et ça, c'est vraiment une sanction très lourde. En ce qui concerne le cas de M. Thiam, eh bien, les données sont complètement différentes. Alors, M. Thiam n'est pas sous le coup, en fait, d'une condamnation pénale. Ce qui est arrivé à M. Thiam, c'est vraiment un mauvais concours de circonstances, hein, je le dirais. C'est vraiment un mauvais concours de circonstances et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Parce que quand on regarde un peu aux 2 sanctions qui pèsent sur les 2 hommes, alors dans le cas de M. Gbagbo, c'est difficile de dire que cela aurait pu être évité dans la mesure où M. Gbagbo était vraiment dans une situation où il ne maîtrisait pas vraiment un bon nombre d'éléments. M. Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans une situation vraiment peu enviable et vraiment c'est une situation qu'on ne souhaite vraiment à aucun individu, à plus forte raison à une personnalité politique. Mais dans le cas de M. Thiam, c'est vraiment complètement différent. M. Thiam a perdu, on va dire, son avantage tout simplement parce qu'au moment de son enrôlement à la liste électorale, il bénéficiait ou il jouissait encore de la double nationalité, donc celle de la Côte d'Ivoire et celle de la France. Et cet élément est un élément qui a été invoqué par un membre de son parti et non des moindres, c'est un cadre au sein du PDCI lui-même qui a souligné cette anomalie et qui a donc saisi les autorités judiciaires. Long story short, M. Thiam a été condamné par les autorités judiciaires et donc s'est vu radié de la liste électorale. Alors, la radiation de M. Thiam a produit également les mêmes effets que dans le cas de M. Laurent Gbagbo et donc M. Thiam se retrouve dans une situation où il ne peut non plus pas être candidat à l'élection présidentielle à moins d'une nouvelle révision de la liste électorale qui interviendrait avant la date du 25 octobre 2025. Le constat ici qu'on fait, comme je le disais en introduction, c'est que
nous avons vraiment deux cadors de la vie politique en Côte d'Ivoire qui sont sur qui, pardon, pèse une épée de Damoclès. Et cette épée de Damoclès, en fait, c'est une épée dont la légitimité et également dont la légalité sont très discutables. Néanmoins, on aura beau faire toutes les analyses qu'on voudra, il faut rester pragmatique et il faut rester vraiment très froid. Je l'ai dit, il faut rester très froid, surtout lorsqu'il s'agit de politique. Au-delà et même en dépit des analyses, la question fondamentale qui se pose est la suivante. Est-ce que M. Thiam et M. Gbagbo peuvent ou pourront être candidats? En l'état actuel des choses, la réponse est non. Et donc, on se demande quel est le but recherché par leur dépôt de candidature? Quel est le but recherché? Est-ce qu'il s'agit ici d'une tentative désespérée ou bien est-ce qu'il s'agit ici d'une tentative visant à, on va dire, quelque peu matérialiser un acte de désobéissance civique? Alors, on ne sait pas et on n'a vraiment pas d'éléments de réponse. Mais ce qui est très intéressant, ou ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est vraiment l'impact, c'est vraiment la conséquence derrière cet élément. Selon les textes, le dépôt des candidatures doit se faire entre le 26 juillet et le 26 août 2025. Passé ce délai, les candidatures seront maintenant transmises au Conseil constitutionnel qui, lui, aura la lourde charge et la lourde responsabilité d'évaluer et d'étudier la constitutionnalité de ces différentes candidatures avec pour but final de faire ressortir la liste des candidats définitifs. Ce qui veut dire que parmi les 60 candidatures qui ont été déposées à la CEI et qui maintenant seront acheminées vers le Conseil constitutionnel, on se retrouvera à la date du 10 septembre ou du 11 septembre avec une liste épurée, avec une liste définitive. Et les critères qui seront utilisés, naturellement, seront les critères relativement à l'exclusivité de la nationalité, la jouissance des droits civiques, également le paiement de la caution de 50 millions, également l'obtention du parrainage qui a été fixé par les dispositions du Code électoral, etc. Et donc, ce qui pourrait se passer dans le contexte ivoirien et dans le cas de ces deux candidatures, on pourrait se retrouver dans un scénario où, au 11 septembre, messieurs Gbagbo et Thiam ne figureraient pas sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre. Alors, quel impact ou quelles conséquences cela aura pour la vie politique et même pour la crédibilité de l'élection? Alors, le premier impact ici, c'est qu'on se retrouvera malheureusement dans un contexte où pour la 4e fois, le PDCI ne pourra pas ou ne participera pas tout simplement à une élection présidentielle. Et c'est grave. Dans le cas du PPACI, on se retrouvera dans un contexte où pour la première fois, ce parti ne pourra pas participer à une élection. Et ce que ça suppose, eh bien, ça suppose tout simplement une réduction des propositions d'alternance. C'est une réduction du choix politique dans la mesure où le PDCI reste, et j'insiste, le PDCI est un parti emblématique. Le PDCI, pour ce qu'il a apporté à la vie politique en Côte d'Ivoire et pour ce qu'il continue d'apporter, ne peut pas ou ne devrait vraiment pas se mettre dans un contexte où manquer l'élection présidentielle pourrait être une réalité ou même une possibilité. Dans le cas du PPACI, il est vraiment inconcevable, il est vraiment très difficile de concevoir une élection présidentielle avec la non-participation de M. Laurent Gbagbo, quand on sait ce qu'il a représenté et quand on sait ce qu'il représente sur le plan politique. Mais malheureusement, la loi est dure. Malheureusement, la politique ne se fait pas avec les égaux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. La politique n'est pas un jeu d'ego, mais plutôt un jeu de stratégie. En politique, parfois, il faut être en mesure de prendre des décisions purement stratégiques. Il faut être en mesure de prendre des décisions avec la tête froide. Il faut être en mesure de prendre des décisions même quand on estime qu'on est victime d'une injustice, mais tout en pensant à l'intérêt public, à l'intérêt commun, et tout en ayant une vision à long terme. Je l'ai dit et j'insiste vraiment là-dessus,
Au 11 septembre 2025, si messieurs Gbagbo et Thiam ne figurent pas sur la liste, ce qui pourrait naturellement arriver, ce serait priver le peuple ivoirien d'options viables. Ce serait priver les électeurs ivoiriens d'options qualitatives. Parce que, vu les performances et vu l'importance à la fois politique, économique, monétaire de la Côte d'Ivoire, ce pays a besoin d'être dirigé par des personnes capables. Ce pays a besoin d'être dirigé par des personnes dont les compétences ne souffrent d'aucun discrédit. Et lorsqu'on regarde vraiment à l'offre politique actuelle, on est vraiment dans un contexte où ce pays a besoin de toutes ses forces vives pour pouvoir le conduire et pour pouvoir le mener vraiment vers l'horizon de développement et d'émergence à laquelle ce pays aspire. Et en 2025, en octobre 2025, aller à une élection sans le PDCI et sans Laurent Gbagbo, parce que je ne dirais pas sans le PPACI n'est pas un parti majeur. Il faut le dire clairement. Le PPACI est un parti nouvellement créé, mais c'est un parti qui bénéficie aujourd'hui ou qui jouit tout simplement de l'aura politique de M. Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire tout simplement que si vous retirez M. Laurent Gbagbo du PPACI et que vous mettez à la tête de ce parti une autre personne, ce parti ne serait en rien différent des partis de catégorie B, comme j'ai eu à le dire, comme j'ai eu à le présenter dans l'épisode précédent. Ce qui confère au PPACI son poids politique, c'est la présence de M. Laurent Gbagbo. Et donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'aller ou de pouvoir aller à des élections avec vraiment, dans le meilleur des possibles et dans le meilleur des mondes, la participation de cette personnalité aussi influente qu'importante. La même analyse est faite pour le PDCI qui, pour ma part, doit ou aurait dû se mettre dans une situation où il aurait pu être en mesure de mettre toutes les chances de son côté pour participer à cette élection. Maintenant, revenons au point que j'ai identifié. J'ai dit tout à l'heure que la politique n'est pas un jeu d'ego, mais plutôt un jeu de stratégie. J'aurais été à la place du PPACI et du PDCI tout en continuant le combat pour la réintégration à la liste électorale. Il aurait été beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus rationnel de préparer des candidatures de précaution. L'objectif ici des candidatures de précaution, c'est tout simplement de permettre la participation de ces partis politiques à cette échéance électorale. Avoir des candidatures de précaution aurait permis au PDCI de ne pas se retrouver dans un contexte où 100% de son destin est porté uniquement par un seul individu. 100% de son destin est porté par un individu qui a à peine 1% de chance d'être retenu sur la liste des candidatures définitives. 100% du destin du PPACI est porté par un individu qui a lui également 1% de chance d'être retenu sur la liste définitive. Vous voyez un peu le contraste. Pour moi, ce sont des choses qui sont vraiment très discutables. Une approche stratégique aurait voulu que le PDCI, à quelques semaines de l'échéance des dépôts des candidatures, soumette des candidatures ou une candidature de précaution, en identifiant en son sein un leader capable de porter la voix et la vision du PDCI. La même approche aurait pu être faite également par le PPACI. Et en cerise sur le gâteau, en bonus, j'aurais été président du PDCI. Ce que j'aurais pu faire aurait été également de détacher un leader et de le présenter sous la bannière des candidats indépendants. Prenons par exemple le cas de M. Billon, même si c'est un exemple qui n'est pas forcément opportun quand on voit un peu les dissensions qui existent au sein du PDCI. Mais permettez-moi d'utiliser cet exemple pour illustrer un peu la stratégie politique que je viens de proposer. Dans le contexte actuel, sachant que jusqu'au 26 août, en cas de non-réintégration de M. Thiam à la liste électorale, en cas de non-intégration de M. Thiam à la liste électorale, en cas de non-levée des sanctions qui pèsent sur M. Laurent Gbagbo, les deux maisons politiques que ces personnalités dirigent seraient sous le coup d'une absence pure et simple à la prochaine échéance politique. Si on veut éviter ça, il aurait été plus intéressant de proposer des candidats de précaution, des candidats, on va dire, par intérim,
afin de garantir déjà la participation de ces partis. Premier point. Deuxième point, au sein de ces partis politiques, on aurait pu avoir des candidatures indépendantes, avec par exemple, dans le cas du PDCI, une candidature de M. Jean-Louis Billon, portée en indépendant, et pour le contexte ou pour le cas du PPACI, une candidature de M. Awa Domelo, portée en indépendant. Ce qui permettrait de booster les chances de victoire de ces deux partis politiques. Et donc, au lieu de n'avoir qu'une seule candidature ou qu'un seul candidat, ces deux maisons politiques se seraient retrouvées dans un contexte où, en plus du candidat officiel, elles auraient eu des candidats de précaution, donc des candidats, des choix alternatifs qui auraient également été retenus au soir du 10 septembre par le Conseil constitutionnel et autorisés à faire partie de la liste des candidats définitifs. Et vous voyez que cette approche stratégique, c'est une approche dans laquelle la tactique qui est mise en place n'est pas portée par les égos, mais plutôt par une analyse empirique, par une analyse froide de la situation dans laquelle on prévoit toutes les échéances, dans laquelle on prévoit toutes les possibilités. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Et le risque aujourd'hui, comme je le dis, c'est qu'au soir du 10 septembre, messieurs Gbagbo et Thiam ne puissent ou ne soient pas retenus sur la liste définitive. Et malheureusement, leur destin étant étroitement lié au destin des maisons politiques qu'ils ont la charge de diriger, voudra tout simplement dire que la Côte d'Ivoire sera privée d'options viables. La Côte d'Ivoire sera privée d'options majeures. La Côte d'Ivoire sera privée, encore une fois, comme en 2020, de son droit au choix. Le peuple, les électeurs n'auront pas le droit au choix, le droit à un choix qualitatif. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Faites-moi savoir quelle est votre approche pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et pour ceux qui suivent l'actualité depuis l'international. Je serais ravi de connaître votre point de vue sur la question. Et encore une fois, merci d'écouter votre podcast préféré, Smart Intellectual Knowledgeable African Talks, le seul podcast où les idées préconçues rencontrent de puissantes perspectives. À bientôt.